Et si une intelligence artificielle pouvait apprendre, toute seule, à comprendre le monde? Imaginez un peu, une IA qui analyse des images, des textes, des sons, sans jamais avoir besoin qu'un humain lui dise « ça c'est un chat » ou « cette phrase est positive ». C'est un peu comme si elle devenait son propre prof. C'est ça le monde fascinant de l'apprentissage autosupervisé. Alors comment une machine peut-elle bien réussir un tel exploit? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question qui a longtemps été un vrai casse-tête pour l'IA. L'apprentissage classique, on le sait, a besoin de tonnes d'exemples corrigés par des humains. Mais alors, comment une machine peut-elle se débrouiller face à l'océan infini de données brutes et désorganisées qu'est Internet? Eh bien, c'est précisément ce défi que l'autosupervision vient relever. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le problème de base, les données. Puis, on verra la solution géniale pour apprendre sans étiquette. Ensuite, on plongera dans les deux stratégies principales, on regardera des applications bien concrètes, et enfin, on se demandera ce que l'avenir nous réserve. C'est parti! Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet. Pour vraiment comprendre à quel point l'autosupervision change la donne, il faut d'abord saisir quel était le principal frein au développement de l'IA juste à présent. Entraîner une IA, c'est un peu comme nourrir un ogre. Il lui faut des montagnes de données. Le problème, c'est qu'avec l'approche classique, il faut des données étiquetées. Ça veut dire que chaque image, chaque bout de texte doit être annoté à la main par un humain. Pensez-y, c'est un travail de titan. Ça coûte une fortune et surtout c'est lent, terriblement lent. Un vrai goulot d'étranglement pour l'innovation. En gros, on a deux univers qui s'opposent. D'un côté, l'apprentissage supervisé. Super puissant, mais complètement dépendant de ces fameuses données étiquetées qui sont rares et chères. Et de l'autre, la révolution de l'autosupervision qui ouvre en grand les portes à l'immense majorité des données disponibles sur Terre, les données brutes non étiquetées. C'est un vrai changement de paradigme. Alors, la question à 1 million. Comment un modèle fait-il pour extraire de l'information utile de ce chaos de données brutes? La réponse, franchement, est d'une ingéniosité folle et c'est tout le génie de l'apprentissage autosupervisé. L'idée de base, c'est une astuce formidable. En apprentissage auto-supervisé, ou SSL pour les intimes, le modèle ne reçoit pas d'étiquettes, il se les fabrique lui-même. En gros, il prend une donnée brute, il la cache ou la modifie un peu, et il se met au défi de deviner ou de reconstituer ce qui manque. C'est malin, non? Du coup, on est à mi-chemin entre le supervisé parce qu'il y a bien une bonne réponse, et le non supervisé parce que cette réponse, c'est le modèle qui se la génère tout seul. Concrètement, ça se passe en 2 temps. D'abord, il y a la phase de pré-entraînement. C'est là que toute la magie opère. Le modèle passe des heures et des heures à faire un exercice qu'il s'est inventé, qu'on appelle une tâche prétexte, pour apprendre les concepts de base sur le monde. Et ensuite, une fois qu'il a cette fondation solide, la deuxième étape, le fine-tuning, est presque une formalité. On lui donne une tâche précise avec juste une poignée de données étiquetées, et il excelle, parce qu'il a déjà fait 99% du boulot. Cette fameuse tâche prétexte, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. C'est un peu comme un jeu de devinette que le modèle s'invente pour apprendre. Le principe est quasi toujours le même. On prend une info, on en cache un bout, et on met le modèle au défi de deviner ce qui manque en se servant du contexte. Et quand il fait ça des milliards de fois, il finit par développer une compréhension vraiment profonde de la structure des données. Pour bien visualiser, l'analogie du puzzle est juste parfaite. Imaginez qu'on balance ce modèle des millions de photos, mais découpées en 1000 morceaux. Pour arriver à tout remettre en ordre, il n'a pas le choix. Il est obligé de comprendre ce qu'il y a sur l'image. Ce qu'est un arbre, la texture du sable, une ligne d'horizon. Il ne peut pas juste se fier au bord des pièces. Et voilà comment, simplement en faisant des puzzles, il apprend à voir et à comprendre le monde, sans que personne ne lui ait jamais expliqué quoi que ce soit. Et il faut avouer que les chercheurs ont une imagination débordante pour inventer ces jeux. Ça peut être « Tiens, voilà une image en noir et blanc, à toi de mettre les bonnes couleurs ». Ou encore le fameux texte à trous. On cache un mot dans une phrase et le modèle doit le retrouver. On peut aussi lui demander de deviner de combien une image a été tournée. Ou, bien sûr, le grand classique popularisé par Berthe, prédire le mot ou la phrase suivante dans un texte. Bon, cette idée de tâche prétexte est géniale, mais comment ça marche en pratique? En fait, il y a 2 grandes philosophies, 2 grandes familles de méthodes pour y arriver. Elles peuvent sembler un peu complexes, mais l'idée de base est assez simple. On a donc d'un côté ce qu'on appelle l'approche contrastive, et de l'autre l'approche prédictive, qu'on appelle aussi parfois générative. Le but final est le même, que le modèle comprenne les données en profondeur, mais la stratégie pour y arriver, elle, est bien différente. L'approche contrastive, c'est tout simplement le principe du qui se ressemble s'assemble. On prend une image, disons une photo de chat. On en crée 2 versions un tout petit peu différentes. On zoome, on change la luminosité. Ça, c'est ce qu'on appelle une paire positive. Et à côté, on prend une image qui n'a rien à voir, une voiture par exemple. Ça, c'est une paire négative. Le boulot du modèle, c'est d'apprendre à ce que les représentations des 2 chats soient très proches et que celle de la voiture soit très très loin.
Et ce n'est pas que de la théorie, c'est la mécanique qui fait tourner des modèles de recherche super influents comme SimCLR de Google ou Moco de Facebook. À force de faire ce tri constant entre ce qui est similaire et ce qui ne l'est pas, le modèle apprend à se concentrer sur l'essence même des choses et pas juste sur des détails de surface. Passons maintenant à la deuxième grande famille, l'approche prédictive. Ici, on oublie les comparaisons et les paires négatives. La stratégie est beaucoup plus directe. C'est tout simplement le jeu du compléter les trous. On prend une donnée, on en cache une partie, et on demande au modèle de la deviner ou de la reconstruire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. C'est exactement le principe des fameux modèles GPT. Quand ils génèrent du texte, ils ne font rien d'autre que de prédire le mot suivant, en se basant sur tout ce qui a été dit avant. Pour les images, c'est pareil avec les auto-encodeurs. On donne une image abîmée au modèle et on lui demande de la réparer. Pour y arriver, il n'a pas le choix, il doit comprendre intimement à quoi une image normale est censée ressembler. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça sert à quoi? Eh bien, on va voir que les applications sont déjà partout autour de nous et qu'elles sont parfois assez bluffantes. Prenez la modération de contenu, par exemple. Facebook utilise des modèles comme XLM, entraînés en autosupervisé pour détecter des discours de haine dans des langues pour lesquelles il existe très peu de données. C'est aussi redoutable pour lutter contre la désinformation. En médecine, c'est une petite révolution pour analyser les scanners et les IRM et aider à repérer des tumeurs. Et bien sûr, dans l'audio, c'est au cœur des systèmes de reconnaissance vocale qu'on utilise tous les jours. D'ailleurs, il y a une citation des scientifiques de Facebook AI qui résume ça à la perfection. Pour eux, le SSL est un des moyens les plus prometteurs pour construire des connaissances de base et approcher une forme de bon sens. Et c'est ça l'idée de fond. Ce n'est pas juste un outil de plus. C'est un pas vers des IA qui apprennent en observant le monde un peu comme le ferait un enfant, au lieu de juste apprendre par cœur. Ok, on a vu le problème, la solution et les applications bien réelles. Alors pour finir, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Et surtout, vers quoi ça nous emmène? S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'apprentissage auto-supervisé est la clé qui permet enfin à l'IA de se brancher sur l'immense océan de données brutes qui nous entoure. Fini le goulot d'étranglement de l'étiquetage manuel. On entre vraiment dans une nouvelle ère où les modèles d'IA apprennent de façon beaucoup plus autonome à une échelle qu'on osait à peine imaginer il y a quelques années. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les machines peuvent commencer à apprendre par elles-mêmes, si elles peuvent se créer leurs propres exercices pour comprendre notre monde de manière de plus en plus autonome, alors quelle est la prochaine frontière? Jusqu'où cette forme d'intelligence peut-elle aller? La question est posée. Merci d'avoir suivi ce décryptage.